On imagine souvent que l'entrée en maison de retraite, c'est un simple déménagement, presque une formalité. Mais en réalité, pour la personne qui le vit, c'est tout sauf ça. C'est un véritable choc, une rupture qui vient ébranler toute une existence. Alors ensemble, on va essayer de comprendre ce qui se joue vraiment lors de ce dernier grand tournant. Pour commencer, il faut écouter. Écouter ces mots, qui sont à la fois bruts et terriblement parlants. Une marmite sous pression, un mouroir, une prison. Quand une résidente utilise ces termes, ce n'est pas pour rien. Ça nous dit tout de la détresse, du sentiment d'enfermement et de la perte de contrôle qui peuvent être ressentis. Et voilà, on met le doigt dessus. Le mot le plus important à retenir, ce n'est pas déménagement, c'est rupture. Une cassure nette, profonde, avec la vie d'avant. Il faut bien comprendre que le domicile, ce n'est pas juste 4 murs et un toit. C'est une partie de soi. C'est là où sont les souvenirs, les habitudes, les objets qui racontent une vie. C'est le symbole même de l'indépendance. Alors devoir le quitter, c'est un peu comme se sentir amputé d'une partie de son identité. Et cette rupture, ce n'est pas une seule perte, c'est une véritable cascade de pertes. Toutes en même temps. On perd ses repères, on perd ses rôles, celui qui jardine, celle qui cuisine pour toute la famille. On perd son statut, son intimité, ses voisins. C'est cette accumulation brutale qui rend le choc si violent et qui peut faire naître un profond sentiment d'inutilité. Forcément, quand tous les repères s'effondrent de cette manière, ça vient percuter de plein fouet l'identité même de la personne. C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle la crise identitaire. Et voilà le cœur du problème. On ne change pas juste d'adresse, on change de statut. On passe de maître chez soi à résident parmi d'autres. De celui qui décide à celui pour qui on décide. Et ce glissement peut être vécu comme une dévalorisation terrible, un sentiment de ne plus servir à rien, de n'être plus qu'un poids. Alors comment on surmonte ça ? Eh bien, il y a un processus psychologique qui doit se mettre en place, le travail de deuil. Et attention, on ne parle pas seulement du deuil d'une personne. Il s'agit ici de faire le deuil de sa maison, de son rôle, de son autonomie, bref, de sa vie d'avant, pour pouvoir un jour s'autoriser à en construire une nouvelle. Ce travail, c'est souvent un chemin qui passe par plusieurs étapes. D'abord, le choc, l'impression que tout ça n'est pas réel. Puis vient le déni. Non, ce n'est pas possible. Souvent, la colère prend le relais, une colère dirigée contre tout le monde. Elle peut être suivie par une phase de dépression, de grande tristesse. Et si tout se passe bien, on arrive enfin à l'acceptation, qui est la première étape pour pouvoir aller de l'avant. Mais parfois, ce travail de deuil n'aboutit pas. La personne reste bloquée. Et ça peut mener à une situation extrême, le syndrome de glissement. C'est un état où, submergée par le désespoir et le sentiment d'inutilité, la personne se laisse littéralement mourir. Elle arrête de se battre. C'est la manifestation la plus tragique de cet échec d'adaptation. Bon, après ce constat assez sombre, il est temps de changer de perspective. Parce que, heureusement, même face à un tel séisme, une autre voie existe. C'est celle de la résilience. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi certaines personnes arrivent à traverser cette épreuve et à se reconstruire alors que d'autres s'effondrent. Qu'est-ce qui fait la différence ? La réponse, elle tient en un mot, la résilience. C'est cette capacité incroyable de l'être humain à encaisser un choc, à plier sans rompre et à trouver les ressources pour se reconstruire et donner un nouveau sens à sa vie malgré tout. Et ce qui est fascinant, c'est que la résilience, ce n'est pas juste une question de force de caractère. Loin de là. Ça dépend bien sûr de facteurs internes, comme l'estime de soi. Mais c'est aussi et surtout nourri par l'extérieur. Le soutien de la famille, un soignant bienveillant qui devient un tuteur de résilience, un environnement qui redonne le pouvoir de choisir. La résilience, ça se cultive aussi à plusieurs. Alors, passons à la pratique. Comment, concrètement, on peut aider à construire cette résilience ? Tout l'enjeu, c'est de réussir à recréer un sentiment de chez-soi à l'intérieur de l'institution. Le but ultime, le Graal, c'est que la personne puisse un jour dire en parlant de sa chambre « Je suis chez moi ». C'est un sentiment profond d'appartenance et de sécurité qui va bien au-delà du simple confort matériel. Et pour y arriver, il y a des leviers très concrets. Permettre d'amener ses propres meubles, ses photos. Respecter les petites habitudes, même si ça complique l'organisation. Laisser le choix à chaque fois que c'est possible. Frapper à la porte, toujours. Et faire de la famille une vraie partenaire. Chacun de ces petits gestes redonne un peu de contrôle et de dignité. Cette citation d'une ergothérapeute résume tout. Pour combattre ce fameux sentiment d'inutilité, la solution est là. Laisser les résidents faire. Même une petite tâche, comme plier son linge. C'est une occasion pour la personne de se dire « je suis encore capable, je maîtrise encore quelque chose ». C'est thérapeutique. Au final, on le voit bien, cette question dépasse largement les murs de l'établissement. C'est un vrai défi collectif, un enjeu de société.
Alors, la question que l'on peut se poser pour finir, c'est comment peut-on, tous ensemble, faire en sorte que ces institutions deviennent de véritables lieux de vie où la dignité et le sentiment d'exister sont préservés jusqu'au bout? Si vous voulez ne pas louper une vidéo, abonnez-vous et pensez à activer la cloche.